Bon, très bien. Bonsoir à tout le monde. Cher Georges, aujourd'hui c'est le jour de votre anniversaire et nous sommes très heureux de vous voir, de vous entendre, de vous souhaiter un très joyeux jubilé. Votre Merci. vie, c'est un roman. Vous avez rencontré des gens absolument passionnants. Votre vie est marquée avec les rencontres avec Boris Pasternak, Alexandre Solzhenitsyn. Vous étiez un élève de Pierre Pascal. Vous avez connu, vous étiez ami et collaborateur de Michel Couturier, Véronique Losky, Nikita Struve. Vous êtes très ami avec Alexandre Soukoroff. On peut continuer, la liste est très très longue, la soirée n'est pas suffisante. D'ailleurs, il fallait sans doute organiser une série de rencontres avec vous et nous envisageons bien de le faire. Aujourd'hui, au jour de votre 85e anniversaire, pourriez-vous partager avec nous quelques souvenirs qui vous tiennent particulièrement au cœur? Peut-être quelques événements que vous voudriez aujourd'hui à partager avec nous. Écoutez, volontiers, sauf que certains souvenirs ne sont pas des souvenirs, ils sont présents. C'est d'autant mieux Euh, peut-être. d'autres sont effacés. C'est comme les amis qui ne sont plus là. Il y en a que j'entends, il y en a que je vois en rêve même. Et vous avez évoqué, par exemple, Michel Couturier, évidemment, il est très présent. Euh, à des titres variés. Vous savez, par exemple, Boris Léonidovitch Pasternak, je le revois. Je le revois comme quand il venait me rendre visite, je ne me rappelle plus, 4 ou 5 fois, dans la petite véranda d'une dacha de Kolkozien à Bakovka où je louais une pièce à ces deux braves et âgé Kolkozia, mais il devait être plus jeune que moi maintenant, hein, parce que j'ai perdu l'échelle des âges. Et je le revois très très bien, je le revois à d'autres moments, je le revois au théâtre avec, où on venait de jouer Le Prince de Rambourg et où il était dans les coulisses, Olga Serodovna, Irina et moi aussi, et j'entends sa voix. Voilà, il y a des souvenirs qui sont comme impérissables, évidemment, comme j'ai aussi des souvenirs de la guerre, de la dernière guerre, les souvenirs de l'afflux des réfugiés dans la maison de mes parents au moment de l'exode. On avait 4 pièces et il y avait 3 familles nombreuses en plus de nous. Euh, c'est resté, de même que le jour où mon père m'a pris et puis nous sommes allés enlever tous les poteaux de la commandante tour allemande dans le village de Ranton parce que ça y est, on était libérés. Les Allemands venaient de partir. Euh, mes premiers souvenirs à Moscou, certains aussi, arrivés à l'automne 1956. Vous savez, tout m'étonnait. Par exemple, bon, il y avait encore beaucoup de mutilés sans jambes de la dernière guerre. Et je les voyais trottiner sur la petite planchette à roulettes sur le sol ou sur la glace. Ils ont disparu ensuite. On les a regroupés ailleurs, en particulier pour le Festival de la jeunesse qui a eu lieu en juillet 57. Mais il y avait ça, il y avait aussi les accumulations de neige. C'était des hivers avec beaucoup de neige, avec des armées de femmes en touloupe qui étaient très, très énormes et qui balayaient, enlevaient cette neige. Il y avait l'université qui était toute neuve. Alors, vous voyez, je ne me rendais pas du tout compte que ce bâtiment où j'arrivais, sur les monts Lénine, comme on disait alors, il était tout neuf. Et il était tout neuf. Euh,
j'avais une chambre dans la zone à Gay. Cette zone à Gay était devenue un petit peu ma maison. Voilà. Et puis, bien d'autres choses. L'arrivée dans la maison de Olga Vsevolodovna, que j'ai beaucoup aimée, que j'ai considérée comme une seconde mère. Et je lui garde beaucoup d'affection jusqu'à aujourd'hui, où elle n'est plus. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de souvenirs et certains sont toujours présents. Ils ne m'abandonnent jamais. Et à propos de la Russie, cette Russie que j'ai découverte tardivement, hein, puisque à Clermont-Ferrand, il a fallu les premières leçons de Georgi Nikitin, qui était un homme simple, pas du tout un intellectuel, qui venait du midi de la Russie, qui parlait le russe à moitié avec un accent ukrainien, et qui m'a beaucoup plu. Il était relié en chambre. Je montais dans sa chambre parce qu'ils étaient au 6e étage dans une vieille maison du Clermont médiéval. Ce n'était pas du tout l'endroit où installer une presse pour relier des livres parce qu'elle était lourde. Mais enfin, cette maison en lave, comme le vieux Clermont, en lave noire du volcan, tenait le coup. Et voilà, c'est ma première rencontre avec un Russe. Je lui dois beaucoup. J'ai d'ailleurs écrit un texte qui s'intitule Le cadeau que m'a fait Georgi Georgievitch, c'est-à-dire la langue russe. Pourriez-vous nous rappeler dans quelles circonstances vous avez dû quitter l'URSS? Bon, mon premier séjour, c'est automne 56 jusqu'à début juillet 57. Je ne m'étais pas inscrit pour ce fameux festival de la jeunesse et je ne m'étais pas rendu compte qu'on allait me chasser de ma chambrette dans cette zone gay de l'université. Donc, j'ai dû la quitter et du coup, j'ai assez rapidement quitté Moscou pour aller en Pologne parce que j'avais fait beaucoup d'amis polonais pendant cette année-là. Et j'ai passé 3 mois en Pologne. Ce qui m'a d'ailleurs valu des remontrances de André Mazon, qui me dit « Mais je ne vous ai pas envoyé en Union soviétique pour que vous alliez en Pologne. » Il n'aimait pas beaucoup la Pologne parce qu'André Mazon, il était tchéquisant. Et vous savez, tchéquisant, polonisant, l'un exclut un petit peu Tout à fait, ça l'autre. ne va pas du tout ensemble. Voilà. Ensuite, bon, ce n'était pas du tout lui qui m'avait envoyé, je n'avais strictement aucun compte à lui rendre, mais enfin, c'était un vieux monsieur imposant euh, une autorité dont se moquait gentiment Pierre Pascal dans ses cours sur le Slovo d'Igor, sur le chant ou le dit du régiment d'Igor, parce que Mazon soutenait la thèse que c'était un faux, et un faux du XVIIIe siècle. La bataille faisait rage depuis, au fond, l'apparition du Slovo. Et elle faisait rage à la Sorbonne, ce qui fait que vous voyez, là, je me rappelle un petit peu moins bien le détail, mais il y a dans le Slovo quelques remarques sur la beauté des femmes polovsiennes. Bon. Et Mazon écrivait, c'est impossible qu'on ait des remarques de ce genre-là au XIIe siècle. C'est des remarques typiquement XVIIIe siècle. Alors Pascal se moquait en disant « Ah, vous voyez, il y en a qui croient que les femmes n'étaient pas belles au XIIe siècle et qu'on n'était pas capable de remarquer leur beauté. » Alors tout le monde avait un petit sourire. On était un grand amphithéâtre hein, pour l'écouter. Au premier rang, il y avait le professeur Victor Lucien Tapier, spécialiste mondial du baroque, mais qui voulait apprendre le vieux russe avec Pierre Pascal.
Donc, je crois qu'il est resté 10 ans. Je ne sais pas s'il a fini par apprendre du vieux russe. Je suivais aussi les cours de tapis. Mais là, j'ai dérivé, vous voyez, sur des souvenirs d'université. J'en ai aussi à Oxford. J'ai suivi les cours de Sir Isaiah Berlin, celui à qui Anna Akhmatova a dédié un cycle sur leur non-rencontre. Ils s'étaient rencontrés en 1945. Ils avaient passé une nuit entière à discuter, à parler poésie. Isaiah Berlin connaissait bien la poésie russe. Et c'était une sorte de rencontre entre la Russie ancienne, émigrée, Isaiah Berlin était un juif russe, et la nouvelle Russie, mais la Russie prisonnière, quoi, dans son Union soviétique. Et 10 ans plus tard, quand il est revenu, à nouveau diplomate, elle n'a pas voulu le voir. Ça a donné lieu au cycle Nievstrich, à la non-rencontre. Alors, il m'en a parlé. C'était un personnage absolument fascinant. J'ai beaucoup été invité chez lui, chez sa femme, Lady Berlin, qui était d'ailleurs française. Et ses cours, il fallait être polyglotte. Il parlait en anglais, il citait en français, en russe, en polonais, en italien, en espagnol. On avait un mal fou, il parlait comme une mitrailleuse. Et puis, il y avait beaucoup de Russes blancs à Oxford, dont j'ai fait la connaissance, le professeur Unbegaun, qui avait été un ami de mes parents à Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand était réfugié à l'université de Strasbourg, étudiant et professeur, ceux qui n'avaient pas voulu accepter la nouvelle occupation allemande à l'entrée des troupes de Hitler. Et les cours étaient dédoublés, les locaux étaient utilisés de 6 heures du matin à minuit pour que les deux universités puissent fonctionner. Et Unbegaun était là, je l'avais vu chez mes parents une ou deux fois. J'étais loin d'imaginer que j'allais me retrouver comme étudiant de Unbegaun à Oxford. C'est aussi un souvenir que j'aime bien, ce souvenir de Unbegaun. Alors, quand on a arrêté une partie de l'université de Strasbourg et de Clermont, suite à un attentat des résistants à un endroit qu'on appelle la Poterne, à Clermont, jusque tard dans la nuit, la Gestapo a fait le tri. Ceux qu'ils allaient arrêter, ceux qui n'allaient pas arrêter, un petit peu au hasard. Et Unbegaun est parti à Dachau. Il a survécu, Dieu merci. Et soit dit au passage, ce soir-là, je voyais l'inquiétude de ma mère parce que mon père n'arrivait pas, ne rentrait pas. Alors lui, il a eu la chance, on lui a fait signe de rentrer, mais très tard dans la journée. Donc cette inquiétude à la suite de cet extraordinaire attentat, d'abord contre les troupes allemandes et ensuite, évidemment, des représailles qui ont décidé immédiatement les Allemands, je me rappelle très bien. Et j'en ai reparlé avec Unbegaun lorsque je l'ai revu à Oxford. Et petite remarque, il n'avait pas, et il regrettait la chaire de Paris parce que elle avait été, c'était Pierre Pascal qui l'avait emportée. Mais je connaissais les deux rivaux. Georges, vous êtes aussi traducteur de la littérature russe en particulier. Anna Akhmatova, que vous venez de citer, Andrei Bely, Joseph Brodsky, Andrei Sienevski, Alexandre Solzhenitsyn. La liste est très très longue. Pourriez-vous peut-être raconter à quel moment vous aviez cette vocation? Qu'est-ce que veut dire pour vous traduire
traduire en pressant, en vous disant que la traduction, pour vous, c'est presque une rencontre personnelle. Qu'est-ce que veut dire pour vous la traduction? Le mot russe est très riche à cet égard. Перевести. С чего на что? Откуда, куда? Mener le texte, mais de quel endroit à quel endroit? D'où vers où? Bah, écoutez, le traducteur, il lui faut bien comprendre le texte. Pas seulement bien maîtriser les deux langues, mais bien le comprendre. Et alors, moi, j'aime beaucoup travailler sur les textes, en particulier poétiques, par exemple Iosif Brodsky, qui sont obscurs. J'ai écrit un texte sur qu'est-ce que traduire l'obscur. Parce que si vous traduisez l'obscur en l'éclaircissant, comme par exemple René Guil expliquait, je crois que c'était à Valérie Brioussoff, que Mallarmé, c'était une sorte de rébus, et il suffisait de deviner la devinette du rébus, et puis on pourrait traduire Mallarmé. Je pense que René Guil n'a pas rendu service ni à Valérie Brioussoff, ni à la poésie russe de l'époque en lançant cette idée. Parce que l'obscur ne doit pas être rendu transparent. Sinon, il perd sa qualité évidente. En l'occurrence, je pense que Sologub a été un des meilleurs traducteurs parce que lorsqu'on voit ses traductions de Verlaine, de Baudelaire, on voit qu'il savait qu'il y avait une part d'obscur qu'il fallait maintenir. Les traductions de Valérie Brioussoff, au contraire, sont trop claires. C'est une sorte d'exégèse exagérée. L'obscur doit rester obscur. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il faut comprendre, comment dire, la substance même de cette obscurité, que ce soit celle de Mallarmé ou que ce soit celle de certains poèmes très chamaniques de Alexandre Bloch, de André Belly, Saka Marinska, des chansons populaires, ou bien encore de Joseph Brodsky, qui, lui, manie une sorte d'obscur rationnel. C'est très, très étrange. Comme je suis en train de traduire, si vous permettez, je vais le dire, le texte d'Alexandre Solzhenitsyn sur Brodsky, qui est un texte qui a fait polémique, je suis en train précisément de me colter avec et Solzhenitsyn et Brodsky, et la façon dont Solzhenitsyn comprend Brodsky. Il ne comprend pas tout. Il y a des choses qu'il ne comprend pas au fond de lui-même, parce qu'il n'admet pas ce genre d'obscurité que pratique Brodsky. Une fois, il a un mot, il dit c'est trop capricieux. Alors là, c'est un mot relativement, comment dire, qui prouve qu'il en comprend quand même quelque chose un peu par le mot de capricieux. C'est d'ailleurs avec Solzhenitsyn que j'ai commencé à vraiment des traductions à long cours avec Nikita Struve, lorsque on a reçu à IMCA le texte du pavillon des cancéreux, et qu'on l'a traduit à plusieurs, de même que Dr Givago avait été traduit à plusieurs de façon anonyme à l'époque de la traduction. Il y avait Jacqueline de Broyard, Hélène Zamoïska, Louis Martinez et Michel Aucouturier. C'étaient tous des étudiants de Pierre Pascal qui avaient, comment dire, un petit peu dans leur sang la traductologie pratique de Pierre Pascal. Et ce qui fait que le fait que ce soit 4 traducteurs n'a gêné personne. J'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai lu
le docteur Givago ou bien le pavillon des cancéreux, et on voit que c'est des tissus cousus ensemble ou des pièces rapportées. Je n'ai jamais entendu ça parce qu'en fait, les gens n'ont pas vu quel chapitre était traduit par qui, sauf les poèmes de Yuri Andreevitch à la fin du docteur Givago qui ont été traduits par Michel Aucouturier, à qui nous devons aussi l'énorme Pléiade, où il n'a pas tout traduit, mais où c'est lui qui a assemblé les traductions de ce Pasternak complet. D'ailleurs, faire un auteur complet en traduction est peut-être une gageure qu'il ne faut pas engager. C'est un petit peu difficile parce qu'on transforme le grand texte, le corpus d'un auteur en un texte continu. De même qu'on voit que certains traducteurs professionnels, finalement, font un peu toujours leur même texte, que ce soit du Mandelstam, du Brodsky ou du Andrei Woznicienski. Mais voilà, je m'égare dans les problèmes de la traductologie, mais c'est vous qui m'avez engagé là-dedans. C'est toujours un grand plaisir, vous savez, de traduire. Là, en ce moment, pour les petits billets du site Alexandre Solzhenitsyn, je retraduis certains poèmes et je prends les plus difficiles, ceux pour lesquels précisément la langue est très capricieuse, comme dit Solzhenitsyn pour Brodsky. Tout simplement parce que, si vous voulez, il faut se mettre dans une espèce d'état chamanique, où il faut que le langage soit vraiment comme le bâton du chaman qui te conduit. Bon, Et j'en vous éprouve avez, une grande joie. vous avez raison. Revenons aux personnalités. Le nom de Solzhenitsyn est très présent, mais vous le connaissez personnellement. Pourriez-vous peut-être nous dire un mot? Il a beaucoup apprécié notamment votre premier livre écrit sur lui. À quel moment vous Oui, l'avez rencontré? Qu'est-ce qu'il était de bon, marquant je dans l'ai sa rencontré personnalité quand même? je ne l'ai pas vu en Union soviétique. J'avais vu Natalia Dmitrievna, la mère de Natalia Dmitrievna. Je ne sais plus comment je me trouvais chez Rostropovitch et elle m'a ramené en voiture. Mais je n'ai pas vu à ce moment-là Alexandre Isaïevitch. Je l'ai vu quand il est arrivé à Paris, quand il a rassemblé ses traducteurs dans une salle des éditions du Seuil qui ressemblait à une sorte de salle de classe. Il y avait évidemment Claude Durand. Et c'était assez drôle, vous savez, on avait l'impression d'une salle de classe avec l'instituteur qui nous faisait un petit peu des remarques sur nos traductions. Ce qui est amusant, c'est que le français ne le connaissait pas bien. Il connaissait très bien l'allemand, bien l'anglais, le français, bon, comme ci, comme ça. Donc, il ne pouvait pas faire des remarques stylistiques sur la traduction du Chanel-Vaux, par exemple. Il en a fait quand même. C'était le père Maréchal qui vient de mourir et à qui il faut rendre hommage, qui avait traduit ce texte. Et il l'avait très bien traduit, mais je pense que Alexandre Serech avait reçu une espèce de Spargalk, de petits textes que lui avait remis Efim-Etkin, ils étaient encore très amis, sur les erreurs de traduction du René Maréchal. Alors, tout simplement, Etkin s'était trompé à un endroit. Il ne connaissait pas suffisamment le français, bien qu'il le connaissait bien, mais pas très bien. Il connaissait très bien l'allemand, l'anglais, le français bien, presque parfait, mais il y avait quand même, vous voyez, 3-4% où ça n'allait pas. Et donc, ça a donné lieu à un petit épisode assez amusant, où ensuite Alexandre Isaïevitch s'est d'ailleurs excusé. Ça a été très sympathique, cette première réunion, qui s'est terminée naturellement par un petit banquet à côté des éditions du Seuil. Puis,
J'ai eu, bon, je suis allé le voir à Cavendish parce que j'avais une année sabbatique à Harvard. Il m'a écrit en ce moment-là en disant venez chez nous. Bon, c'était à, je sais pas, 300 kilomètres, c'est-à-dire tout à côté pour des distances américaines ou russes. Et j'ai loué une voiture, je suis arrivé à Cavendish. Natalia Dmitrievna m'avait écrit que oui, c'est un peu difficile de nous trouver, mais allez à l'épicerie centrale et j'aurai indiqué votre nom à l'épicière. Alors, je vais à l'épicerie centrale. J'ai bien compris que les instructions générales qu'avait l'épicière, c'était de ne jamais donner l'adresse des Solzhenitsyn, mais qu'il y avait eu une petite option. Et donc, elle m'a expliqué. J'ai quand même eu un certain mal avec ces explications. Je suis arrivé devant le portail et j'ai passé 3 ou 4 jours là-bas, voyant comment il travaillait. C'était impressionnant. C'était très, très impressionnant. On le connaît maintenant par des films qui ont eu lieu sur lui. Nikita Alexevitch a raconté ça. Lui était ami, il y est allé plusieurs fois. Il jouait au tennis. Moi, je n'ai pas tout joué au tennis du tout. Stéphane, qui était un petit garçon, je crois, 14 ans peut-être. Stéphane m'a fait la visite de la propriété, de la chapelle, de tout. Il était très gentil. À ce moment-là, il était en train de dactylographier, ou plutôt de saisir à l'ordinateur le dictionnaire d'élargissement de la langue russe. Il faisait ça très très bien et très à fond. Hein, et plusieurs. Alors, il y avait le Ruski Abiet, c'est-à-dire le repas principal qui avait lieu, je ne sais pas moi, vers 16h ou 17h. C'était la fin de la journée de travail de Alexandre Isaïevitch. Il se détendait, il s'amusait, c'était très drôle. D'autant plus que, vous savez, on a fait courir le bruit que il était un ayatollah, il se tenait comme il était comme un moine stylite, ne plaisantant jamais avec ses enfants, ce qui n'est pas du tout vrai. En plus, les enfants le taquinaient de mille façons, ce qui fait qu'il ne présentait pas du tout cette figure-là quand je l'ai vu chez lui. Bon, plus tard, évidemment, après son retour il a pris cette figure d'ascète qui le fait ressembler aussi à Dostoïevski, mais qui n'a pas eu toute sa vie du tout. Euh, et, donc, j'ai eu l'honneur, la chance de le voir. Alors, j'ai eu une photo de moi avec lui. J'avais à ce moment-là des lunettes énormes que je me demande aujourd'hui comment je pouvais porter ça. Et c'est la maman de Nathalie Dmitrievna qui m'a dit, mais vous aimeriez peut-être avoir une photo avec Alexandre Isaïevitch. Alors, j'y avais pas pensé du tout. Et je lui ai dit, oui, bien sûr, mais j'ai pas de photo, j'ai pas d'appareil. Ah, mais moi j'ai un appareil. Elle avait un petit appareil, je ne sais plus comment on appelait ça, qui faisait la photo immédiatement. Et elle a pris cette photo que j'ai utilisée plus tard, 1 ou 2 fois, pour montrer que je connaissais quand même Alexandre Isaïevitch. Je l'ai revu à Moscou. Je l'ai revu à Moscou. Il était déjà assez vieilli. C'était quand il était en lutte avec le président Yeltsin, qu'il n'a pas apprécié du tout. Je ne partageais pas son point de vue sur le président Yeltsin. Et à l'époque où il pensait, enfin, il annonçait, il proclamait qu'il fallait retourner à la Russie du Vietch et des sortes de conciles populaires. Et faire appel à la Russie du bas, qui ne serait pas corrompue. Enfin, la Russie des Zemstva.
Alors, je me rappelle que je lui ai dit, mais enfin, Alexandre Isaïevitch, comment pouvez-vous penser que ces zemstvos que vous imaginez à nouveau en Russie ne vont pas être corrompus à leur tour? Pourquoi le zemstvo sera-t-il incorruptible alors que les, comment dire, les rouages de la démocratie que vous n'aimez pas trop sont corrompus? Alors sa réponse a été un grand rire. Et il m'a dit, ah bah oui, vous avez peut-être raison. Voilà. Donc, les discussions se tournent tout naturellement vers la Russie contemporaine et je transmets la parole à Daniel. Oui, juste simplement pour vous demander, mais vous avez déjà abordé la question à la fin de cette réponse, cette dernière réponse. La Russie d'aujourd'hui, vous suivez la Russie depuis 1956, vous en avez une connaissance continue depuis. Comment voyez-vous les choses, donc, non plus même à l'époque de Solzhenitsyn vieillissant, mais un peu plus tard. Aujourd'hui, la Russie, où est-ce qu'elle va? Quelle relation avez-vous avec elle? Qu'est-ce qu'elle a à dire au reste du monde et à la France en particulier? Voilà, je crois, j'entends mal votre voix d'ici, je crois avoir compris, c'est la question massue, difficile à répondre. Écoutez, la Russie, j'ai toujours pensé, mais cette pensée s'est éclaircie petit à petit quand j'ai fait les deux tomes des Sites de la mémoire russe, parus chez Fayard, que ce qui manquait à la Russie, c'est le débat. C'est un débat libre où on s'écoute l'un l'autre. Alors, le grand débat de la Russie, ça a été entre les occidentalistes et les slavophiles, la façon dont Alexander Herzen, dans Pensée et méditation, Passé et méditation, raconte la naissance de ce débat autour de l'étudiant Stankiewicz est merveilleuse. Mais il dit lui-même, au bout d'un certain temps, nous n'arrivions plus à nous écouter les uns les autres. Et ça, c'est arrivé. Et puis finalement, ça a détruit l'ancienne Russie parce qu'on n'arrivait plus à s'écouter les uns les autres. Alors, moi, je suis arrivé à un moment où la Russie était en une époque de dégel. C'était le premier dégel. Et ce dégel, comment dire, il causait une sorte de joie chez les gens. Il y avait une vie difficile, mais il y avait une certaine joie que j'ai vue au séminaire du professeur Guzzi où j'allais, au cours du professeur Bondi que je suivais, au séminaire de Douvakin sur Mayakovsky. Cette joie, c'était qu'il y avait une sorte de relâchement ou déconfinement, si vous voulez, et que on pouvait raisonner, on pouvait s'écouter les uns les autres. Ensuite, il y a eu un nouveau dégel, un nouveau regel, ensuite un nouveau dégel dans l'histoire de la littérature russe que j'ai faite avec Vittorio Strada et Fimetkin. Il y a un tome que nous avons appelé Dégels et regels, considérant que cette espèce de sinusoïde du destin russe comportait des dégels et des regels, avec une sorte de, si vous voulez, de montagne russe exagérée, parce que le problème du débat existe dans tous les pays, mais là, il existe d'une façon aiguë, et dans la Russie d'aujourd'hui, d'une façon aiguë. Ceci dit, avec l'arrivée par la voie démocratique de dirigeants très autoritaires, dont je dirais rien de plus, comme le président américain ou le président brésilien, ça change les choses pour regarder la Russie. On ne la regarde plus avec les yeux de Kennedy ou de Chirac, on la regarde avec nos yeux d'occidentaux désorientés
qui ne savent plus très bien ce qu'indique notre propre boussole. Moi, je pense que le mot russe, la littérature russe a toujours changé la Russie et exprimé la Russie mieux que la politique. Ça, c'est depuis le 19e siècle. C'est ce qu'on peut appeler le littératuro-centrisme de la Russie, où la littérature, les grands auteurs et les débats littéraires ont joué un rôle plus grand qu'ailleurs. C'est quand même Tourgueniev qui a Ivan Sergueïevitch qui a plus ou moins lancé la libération des serfs avec les carnets d'un chasseur en montrant qu'il y avait une véritable culture, civilisation et pas seulement un folklore paysan. Et certains auteurs soviétiques, vous le savez, ont joué un rôle pour montrer que derrière cette espèce de grande caserne soviétique où tout le monde devait être heureux, content, mais en même temps, bien, on était heureux différemment. Alors, ça a été les auteurs, les glébophiles, que le prix Solzhenitsyn est venu souvent couronner, en particulier Valentin Rasputin, non pas pour faire, j'aime beaucoup les endroits de ses mémoires où Solzhenitsyn parle d'eux, c'est-à-dire de ces écrivains soviétiques, mais en qui il reconnaît des sortes de confrères dans la lutte pour la vie spirituelle de la Russie. Et aujourd'hui, demandez aujourd'hui, ce que j'espère, franchement, c'est que la guerre avec l'Ukraine s'arrête. Parce que cette guerre entre deux nations sœurs, cousines, comme on veut, est quelque chose de contraire à l'une comme à l'autre. Et c'est plus ou moins arrêté, mais pas définitivement. Il y a encore aujourd'hui des prisonniers ukrainiens chez les séparatistes chez les Ukrainiens. Tout n'est pas fini. La libération n'est pas finie. Pas jusqu'au bout. Et c'est le préalable pour que le dialogue reprenne entre ces deux civilisations, de même que entre la Russie et la Pologne. Alors, entre nous et la Russie, il y a toujours eu un grand dialogue avec, par exemple, quand Alexander Sen, dans les légendes du Nord, a corrigé son impression complètement défavorable de la Russie despotique. Et il l'a corrigé sous l'influence d'Alexander Sen, Michelet, pardon, qui lui a expliqué ce qu'avait été le mouvement décembriste, ce qu'avait été bon. C'est cela qui, je trouve, passionnant dans la littérature russe. C'est le rôle d'éveilleur qu'ont joué les écrivains. Prenez Gogol pour commencer. Gogol, l'apologète du Knut, comme lui a lancé à la figure Bilinski après l'apparition des morceaux choisis en correspondance avec mes contemporains. Mais si vous lisez cette correspondance, elle est étrange, effectivement, mais elle comporte l'idée que la Russie, c'est avant tout le mot russe, la chanson russe. Et que dans ce mot russe, il y a quelque chose de chamanique qui peut nous conduire et nous délivrer. J'aime beaucoup reprendre Gogol lorsque je veux me détendre. Des passages des âmes mortes, le concert des chiens quand Tchitchikov arrive chez Madame Karobotchka, c'est inouï, c'est magnifique. Et j'aime beaucoup reprendre Tchekhov.
Parce que Tchekhov, il est très difficile de généraliser sur lui. Mais, comme dit Grossman, il est l'apôtre des petits pas. Et il est le contraire de l'emphase ou le pathétique de certaines parties de la psyché russe. Les petits pas. Les petits pas. Et par exemple, l'archevêque, c'est magnifique. Les pensées de ce vieil homme qui va mourir, qui voit sa mère qui s'approche. Ou encore, j'aime beaucoup, beaucoup La Princesse, avec ce médecin qui a vu la bienfaitrice du monastère, tout le monde au garde à vous devant la bienfaitrice. Il lui a lancé un mot assez insultant. La nuit se passe, il dort mal. Le lendemain, il s'excuse en disant « Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça ». Et les deux sont vrais, ce qu'il a dit la veille et ce qu'il a dit le lendemain. Et ça, c'est tout Tchekhov. Et c'est pour beaucoup la littérature russe, vous voyez, le dialogue théâtral tel que Vyacheslav Ivanov le voyait dans les romans de Dostoïevski. Et cette littérature est encore vivante? Elle est extrêmement vivante. Bon, si vous voulez, j'ai plus tellement le temps de la suivre dans son immensité. Oui, mais elle est très vivante. Elle est vivante d'une façon extraordinaire. Alors, bien sûr, il y a des auteurs que je suis, il y en a que je découvre, il y en a que j'aime depuis très longtemps, comme je ne vais pas commencer à en citer, mais si vous voulez, des prosateurs, des poètes. Il y a des poètes que je suis, même depuis depuis les années 70, Gandlevski, par exemple, bien qu'il y ait du jeu chez lui. Il joue. Le côté Igravoï, comme on dit en russe, le côté ludique l'emporte. C'est le côté Nabokov. Nabokov a eu une énorme... Lorsqu'ils l'ont découvert, il a eu une énorme importance, puisque Nabokov, il est à la fois très sérieux, en même temps, il se joue de nous qui le lisons, de l'américain qui le lit. Pnine, bon, c'est des jeux qui sont parfois d'ailleurs assez cruels hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Et qui peut dire qu'il a compris jusqu'au bout les jeux et le ludisme de Nabokov? J'ai relu récemment Ada, qui est un roman russe, nabokovien, écrit en américain. Eh bien, je vous assure que malgré les encyclopédies qu'il y a maintenant sur Nabokov et sur Ada, on n'est jamais sûr qu'on a tout vu parce qu'il est capable d'envoyer des pics et des flèches un peu dans tous les sens. Mais j'ai relu aussi ses poèmes, La nostalgie de la Russie, Poems and Problems. Il y a des choses magnifiques. Avec cette même morsure de l'absence de la Russie que vous avez chez Tsvetaeva et beaucoup d'autres poètes de l'émigration. Par exemple, Georgi Ivanov, auquel je viens d'écrire un petit billet, qui n'est pas mon écrivain, disons, favori, mais un wunderkind de la poésie. Il savait tout faire. Il savait tout faire. Il faisait des pastiches de n'importe qui, ce qui n'est pas si facile que ça. De tous les poètes contemporains, il a fait des pastiches. Et véritablement, la douleur qu'il incarne de façon avec un petit peu trop de pathos, quelquefois. Bon, mais elle est authentique. Elle est authentique. Et puis, j'aime bien l'admiration que tout au long de sa vie, il a eue pour Alexandre Blok, qui est quand même,
je pense, au XXe siècle, le poète russe qui était le plus poète. Pas seulement les 12, tout bloc. En particulier le troisième tome de poésie, le théâtre, la prose, parce que sa prose est poétique, son théâtre est poétique et sa poésie est parfois prosaïque, donc on ne peut pas faire de distinguo. Georges, votre jour, ce jour de votre anniversaire, c'est aussi un jour de fête pour chacun de nous, car il coïncide heureusement avec le déconfinement. Que voulez-vous souhaiter à nos concitoyens? Nos concitoyens français ou russes? Je pense de deux côtés. Vous êtes toujours passé entre deux pays bien plus que cela. Tout récemment, on m'a dit que pensez-vous en tant qu'étranger en 56? J'ai répondu que dès mon arrivée en 56, je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin, ma biographie là-bas l'expliquant sans doute un peu, je ne me suis pas considéré comme un étranger. Je ne me suis pas considéré comme un russe non plus, ça serait évidemment une sorte d'imposture, mais comme un étranger, non. Depuis octobre 56, où j'ai débarqué là-bas, je ne me considérais pas comme un étranger. Bon, évidemment, en France, je suis comme tous les Français, c'est-à-dire râleur, mécontent, c'est notre côté national, si je peux dire. J'espère que nous allons sortir de la catastrophe sanitaire que nous vivons d'un côté comme de l'autre, en ayant compris que nous vivons dans une famille humaine, qu'il n'y a pas de frontières, c'est le virus qui nous montre qu'il n'y a pas de frontières et qu'il ne faut pas revenir aux frontières sans, évidemment, larguer ce que nous aimons, c'est-à-dire avant tout, pas les États-nations, mais les États-langues, ceux qui ont une langue, y compris ceux qui en ont trois, comme la Suisse. Ce sont ces langues qu'il faut aimer parce qu'elles nous donnent vraiment l'accès. Moi, le russe, j'en apprends tous les jours, vous savez. Je lis les proverbes russes, je relis Afanassiev, j'aime beaucoup lire Dahl. Alors là, évidemment, il y a un maître qui a beaucoup aimé Dahl avant moi, c'est Alexandre Isaïevitch, puisqu'il le connaît par cœur. Il l'a recopié, il avait un tome au Goulag, son dictionnaire de l'élargissement de la langue russe, c'est une sorte de continuation du Dahl. Le Dahl est quelque chose d'inouï. L'amour de Vladimir Dahl pour la langue russe était tel qu'on voit, je montre le dictionnaire derrière moi, on voit qu'il en a inventé. Il invente des mots, tellement il a envie que la langue russe bourgeonne et fleurisse encore davantage. Alors ça, c'est l'idée de l'élargissement du dictionnaire russe, c'est l'idée du lexique si étonnant de Solzhenitsyn, avec des échecs, des réussites. Quelquefois, ça sonne un peu maniéré. Beaucoup de fois, c'est étonnant. Quelquefois, c'est stupéfiant. Et ça peut être dans ces articles politiques ou bien dans la roue rouge. C'est toujours une très belle expérience que de le suivre dans cet effort linguistique. Mais je ne vous cache pas que malgré tout, le roman que je préfère, c'est le Docteur Zhivago. Il me semble qu'il nous a apporté l'essentiel, vous voyez, de ce que George Steiner a dit, les grandes œuvres, ce qui véritablement reste du genre Iliade, Odyssée,
ou encore l'Énéide, ou encore, il y a le docteur Живаго, certainement, parce qu'il y a le combat de l'homme et de la femme, il y a le combat de l'histoire et des dieux, il y a le combat des générations, et puis au centre, il y a le combat avec la création poétique. Ce docteur, qui est réduit à presque rien, qui doit se cacher au fin fond de la Sibérie, ce qu'il sauve, c'est la relecture de Pouchkine qu'il fait avec sa bien-aimée, Larissa, là, pendant qu'elle fait la lessive et qu'elle baigne sa fille, il lui lit Pouchkine. Et ensuite, il écrit ses vers, les vers de Yuri Andreevitch. Alors, ça, cet ensemble, vous voyez, de confrontation fait que c'est une très grande œuvre, une œuvre qui, à mon avis, restera. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est la beauté de la littérature, c'est que chacun peut ne pas être d'accord parce que ça n'est pas pour moi. Il faut que ce soit quelque chose qui te parle au fin fond du cœur. Une chose que je regrette, je vous le dis franchement, c'est de ne pas avoir la mémoire des Russes, de beaucoup de Russes, pour les vers. J'ai eu la grande joie d'être à l'ami de Sergueï Yourski. Bon, c'est un acteur professionnel, donc un acteur doit savoir beaucoup de vers, doit savoir tous les rôles, évidemment. Il peut apprendre un rôle en une nuit. Mais la façon dont Yourski citait des vers qui venaient comme naturellement, si vous voulez, on était à une terrasse de café, et puis il fallait un petit moment pour arriver à comprendre qu'en fait, il était en train de citer, qu'il était en train de jouer. Mais c'était un jeu qui était le fond de lui-même. Ou bien encore Tchoudakov, Alexandre Tchoudakov, qui lui connaissait également, sans être un professionnel de la scène, Eugène Onegin par cœur. Et puis bon, vous pouviez appuyer le bouton sur la strophe 3 du chant 2, et ça continuait. Et ça pouvait continuer pendant 24 heures jusqu'à ce que ça soit fini. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant dans la psyché russe. Pas tout le monde, évidemment, mais une certaine éducation, probablement, ce littératuro-centrisme qui fait que la littérature définit la Russie, peut-être davantage que Montaigne, Pascal ou Hugo ne définissent la France. Ils la définissent, bien sûr. Goethe et Schiller définissent l'Allemagne, mais une Allemagne qui a davantage disparu, tandis que peut-être parce qu'elle est plus récente, la littérature russe définit jusqu'à aujourd'hui beaucoup de choses dans cette Russie qui aujourd'hui a du mal à se définir. Mais ce n'est pas un reproche ni une maladie. Nous avons tous du mal à nous définir. Mais voilà, cet appétit pour la poésie, c'est peut-être une bonne définition. Immense merci, cher Georges, pour cette magnifique méditation sur la littérature russe, sur son histoire, sur son politique. Tout est là, dans toute sa multiplicité. Immense merci également pour votre soutien de toujours à notre centre culturel Solzhenitsyn à Paris, à notre librairie Éditeurs Réunis que vous fréquentez depuis une très longue date, aux éditions Monca Presse, où récemment nous avons publié vos deux traductions, les 12 qui étaient citées aujourd'hui d'Alexandre Blok, et également les miniatures de Solzhenitsyn.
Ces livres sont disponibles, on peut les commander même au moment de confinement par Internet. Et en parlant de notre site Internet, je tiens à vous remercier tout particulièrement pour les textes passionnants que vous avez publiés ces derniers temps, qui ont rendu pour beaucoup de nous ce confinement particulièrement enrichissant. Merci. Immense merci pour tout cela et mnogo eleta. Merci.